dream of you. In the past, we was back together again. I had a dream about me and you, together again. When I opened my eyes and looked over in my bed, you was not there. It was only a dream. This is the theme of today's presentation. I first have to apologize to all of you because I will interrupt a series of very interesting presentations with a very boring one on institutions and far from research and conservation, actually. So I try to advance. Yes. So this is the title Ellie has chosen. What is IMLAP and what does it do? And I am very grateful to you to have chosen this title because it allows me to say two things. First of all, that I will concentrate on what is IMLAP, and that concerning what does it do, this IMLAP, I can only say IMLAP doesn't do anything. IMLAP doesn't do anything unless somebody does something with it. And this is the big problem. It was a big problem until exactly 3 years ago. The action plan had become a dead, almost dormant piece of paper until the Vogelwart Sempach, the Swiss Ornithological Institute, appeared and blew off the dust of its wings and made it fly again. Le titre, que je traduirai très librement en français, IMLAP, qui suis-je, que fais-je, me donne l'occasion, et qui est choisi par Ellie et pas par moi d'ailleurs, me donne l'occasion de dire deux choses sur ce plan d'action. Premièrement, que je vais essentiellement vous parler de ce qu'est ce plan d'action, et deuxièmement, que en ce qui concerne ce que fait ce plan d'action, il faut dire le plan d'action en soi ne fait rien du tout, à moins que quelqu'un le prenne et fasse quelque chose avec ce plan d'action. OK. Et donc, ce plan d'action, jusqu'à il y a assez exactement 3 ans, était en train de s'empoussiérer, peut-être passer dans un tiroir à tout jamais, jusqu'à ce que la station ornithologique suisse apparaisse et prépare son essor que nous avons pu voir maintenant pendant les 3 ans écoulés. Donc, the African Eurasian Migratory Land Birds Action Plan is here to improve the conservation status of migratory land bird species in the African Eurasian region. That is a simple statement. Le plan d'action sur la conservation des oiseaux migrateurs terrestres d'Afrique-Eurasie a pour but de conserver, de
d'améliorer le statut de conservation des oiseaux migrateurs de cette région. Mais j'aime pas ta famille. On est venu, on nous a dit. Non, c'est pas compris. Mais c'est la seule fois qu'on joue. Ça fait des années. Il poursuit ce but à travers, naturellement, une coordination internationale pour des actions en faveur de ces espèces et pour promouvoir aussi des actions au niveau national. This goal can only be achieved through international coordination of action for these species and for organizing and promoting actions at the national level. And this coordination, international coordination, is best done under the UNEP, that's to say, United Nations Environmental Programme Convention on Migratory Species of Wild Animals, CMS, because this is probably the best instrument for species conservation in the world, apart from CITES, which is CITES, the Convention on the conservation of species that are being dealt with, that are dealt at the international level. So the CMS is a very old convention. It has been created in 1979 as a consequence of the first Earth Summit that had taken place in Stockholm in 1972. And this convention is a framework convention. It contains two appendices. The first one lists species that are endangered and need full protection. The second appendix lists other migratory species of wild animals that could benefit from international cooperation. And species, migratory species, are of all kinds. There are aquatic, terrestrial, aerial, there are mammals, there are insects, there are fish. All these species belong to are covered by the Convention on Migratory Species. Donc le cadre pour obtenir la meilleure coordination internationale possible pour protéger des espèces migratrices est la Convention du Programme des Nations Unies pour l'environnement sur les espèces sauvages migratrices. Cette convention, qui date de 1979, couvre toutes les espèces migratrices du monde. You're muted, Olivier. You're muted, Olivier. I don't know why this all of a sudden comes. I don't know for how long. It's okay now. It's okay. Donc, cette convention sur les espèces migratrices, avec l'abréviation CMS, contient deux annexes. Annexe 1 contient les espèces particulièrement en danger qui ont besoin de conservation, de mesures de conservation drastiques, et annexe 2 qui contient les espèces migratrices qui peuvent bénéficier d'une coopération internationale pour améliorer leur statut de conservation. Et pour ce faire, pour organiser cette conservation, la Convention contient essentiellement trois niveaux d'organisation. D'une part, les accords, qui sont des instruments assez contraignants, mais dont le programme est relativement vague, c'est-à-dire que les
parties contractantes des accords doivent ratifier l'accord et se mettre d'accord par consensus sur certaines mesures qu'ils veulent entreprendre. À l'autre extrême, on a les plans d'action qui sont absolument pas contraignants dans le sens de signature ou de ratification, mais qui sont beaucoup plus précis et spécifiques. Et au milieu, on a les mémorandats d'entente qui sont quelque chose entre deux. Les parties contractantes qui font partie des mémorandats d'entente signent ces mémorandats, mais ne les ratifient pas. Et donc, le programme est moins contraignant et peut-être un peu plus spécifique, mais naturellement pas autant que pour les plans d'action. So we have three levels of possible conservation measures in the Convention on Migratory Species. The most binding one are the agreements. They have to be ratified by the member states, by the parties that are members of these agreements. And obviously, they are not as specific and as precise as, for instance, on the other side, action plans, which are not very binding at all. They are just part of what the CMS develops, but on the other hand, they can be quite precise and specific. And in the middle, we have the Memoranda of Understanding that are something in between. Parties sign the memoranda, but they don't ratify them. So the Memoranda of Understanding can be a little more concrete and precise, but are not as binding as the agreements. For birds, the space in which to organize the conservation measures are called flyways. Pour les oiseaux, l'espace dans lequel peuvent se dérouler les mesures de conservation, ce sont les routes de migration qui contiennent les sites de reproduction, les sites d'escale et les sites d'hivernage. So these flyways include breeding sites, stopover sites, and non-breeding sites. And this is an example of flyways covering the whole of the world. We have on the left the Western Hemisphere flyway. In red in the center, we have the African Eurasian flyway. Then on the right in green, we have the East Asian Australasian flyway, and in yellow in between, we have the Central Asian flyway. Donc tout à fait à gauche, c'est le flyway, la route de migration du Nouveau Monde. Au milieu, celle qui nous intéresse en particulier d'Afrique-Eurasie. En jaune, la voie migratrice d'Asie centrale, et tout à fait à droite, la voie de migration d'Asie de l'Est et d'Océanie. Concernant la voie africaine et eurasienne, nous avons 3 instruments pour protéger maintenant tous les oiseaux. Tout d'abord, l'accord sur les oiseaux d'eau d'Afrique-Eurasie, qui a été conclu en 1996. En deuxième lieu, le mémorandum d'entente sur la conservation des oiseaux de proie d'Afrique-Eurasie. Ça couvre tous les oiseaux de proie diurnes et nocturnes, qui a été conclu en 2008. Et finalement, le plan d'action pour les oiseaux migrateurs terrestres d'Afrique-Eurasie, qui a été conclu, adopté par la conférence des parties contractantes de la CMS en 2014. Donc on a ici, pour couvrir tous les oiseaux de la route migratrice africaine eurasienne, précisément les 3 catégories d'instruments que prévoit la CMS. So we have, to cover the conservation measures of now all birds of the African Eurasian flyway, we have the 3 types of instruments that I have been
that I have mentioned just before, the agreements, memorandum, and action plan. And this is the geographical scope of the land birds action plan, which is not exactly the same as the one for the water birds and not exactly the same as the one for the birds of prey. So we have slight differences. For instance, the water bird agreement doesn't cover India, whether the agreement, the action plan for land birds includes India. Well, the thematic areas of the MLAP, they focus on habitat conservation, taking and trade, research and monitoring, education, information, as well as other issues like diseases and collision. And most importantly for us in this Fridays for Birds webinars, it's good to see that research and monitoring is really part also of this action plan. Les thèmes couverts par le plan d'action sur les oiseaux d'Afrique, les oiseaux terrestres d'Afrique-Eurasie, couvrent pratiquement tous les thèmes qu'on peut couvrir, c'est-à-dire conservation des habitats, les prélèvements et le commerce avec des oiseaux, aussi la recherche et le suivi des populations, et ainsi que la sensibilisation du public et l'information et d'autres thèmes plus spécifiques comme les maladies et les... So, the most important threat that has been identified for with respect to the migratory land bird species is, of course, habitat loss and habitat degradation, as well as in the breeding season as in the breeding sites. Donc, les menaces, les dangers les plus importants identifiés pour les oiseaux migrateurs terrestres sont la perte et la dégradation. So this is just one article out of as an example, out of the action plan, especially considering land use and land use changes. Ce paragraphe 6 est un exemple, un paragraphe tiré du plan d'action qui concerne particulièrement l'utilisation des terres et les changements qui ont lieu dans l'utilisation des terres. Donc, il s'agit de promouvoir des politiques participatives dans les pratiques de l'utilisation des ressources écologiques, des ressources naturelles dans l'agriculture, mais aussi dans les paysages forestiers. Par exemple, l'agriculture à petite échelle, les différentes méthodes traditionnelles d'agriculture, y compris le pastoralisme, toutes ces mesures, tous ces types d'utilisation des sols qui ont un bénéfice pour les populations migratrices d'oiseaux terrestres et naturellement pour la biodiversité de manière générale. Et ça inclut aussi la suppression, l'abolition des subventions nocives à la biodiversité. It's interesting to note that, for instance, this part of the action plan also deals with the perverse incentives and subsidies that are bad for biodiversity. And we have other points dealing with land use, and we have, of course, all other points dealing with habitat, with taking and trade of birds and so on. But I think the best is once we've finished here, you go and you take some time to have a look yourself on the action plan. Next slide, please. Do you hear me, Ellie? Yes, it's the next slide is available. Yes, okay. So now about the functioning of the implementation of this action plan.
So first of all, we have the working group. This is the essential part, the essential organism that is actually responsible for the implementation of the action plan. Of course, in supplement to the parties to the convention, which are the first groups addressed in the action plan. It is important to say that the action plan has to be implemented by the parties to the CMS, by each party on its own and by the parties altogether. And the working group is merely here to coordinate the implementation and to bring the parties together. The working group was there before the action plan. It was created with a task to develop the action plan in 2011 and did that. And the action plan was finally adopted by the convention in 2014. And we very soon got aware that certain members of the working group were more active than others. So we formed with these people a steering group. Donc le groupe de travail, working group, est l'arête dorsale principale de la mise en œuvre du plan d'action sur les oiseaux terrestres migrateurs d'Afrique-Eurasie. Ce groupe de travail a été créé en 2011 déjà, et c'est lui qui a développé le plan d'action qui finalement a été adopté par la CMS en 2014. On s'est vite aperçu qu'au sein du groupe de travail, certains membres étaient plus actifs que d'autres, et nous avons décidé de manière tout à fait informelle de former le groupe de pilotage, steering group, qui comprend une vingtaine de personnes particulièrement actives. And one of the most important parts also of this implementation is the coordination unit. At the beginning, we were very fortunate to have a coordinator nominated and financed by BirdLife International. And BirdLife financed this position for several years. And during all that time, we tried to obtain financing from the parties, because the parties are responsible for this action plan, and we didn't succeed. So after a while, BirdLife stopped the financing of this coordination unit, and then we had no coordination at all. And that's the reason why the action plan almost went dormant. Donc, l'unité de coordination est un élément essentiel pour la mise en œuvre du plan d'action. Ce sont des professionnels qui travaillent là. Au début, BirdLife International avait payé et nommé un coordinateur pendant plusieurs années, et ensuite cette fonction aurait dû être prise en charge par la convention même, par les parties contractantes, ce qui n'a pas été le cas, et c'est pourquoi le plan d'action était presque devenu lettre morte. Et on a des bruits qui dérangent un peu là, c'est ce que we have some noises. Or am I the only one who hear these noises? You can continue, Olivier, because somebody opened his microphone. We have closed. Okay. So we are very happy to have this coordination unit that is formed now by the Swiss Ornithological Institute, and Ellie is part of this coordination unit. And of course, Alain Jacot is the main leading person to do the work in the coordination unit with Reto Spar and Peter Knaus as well. We have two other institutions within the action plan implementation. One is called FLAP, Friends of the Landbirds Action Plan. This has been created at the very beginning when the action plan was developed, with the aim of having the possibility to reach out to
other people, to the general public, to organizations, also in the view of getting some funds for the implementation. Donc FLAP, les amis du plan d'action, a été créé dès le départ et avait pour but de faire connaître le plan d'action en dehors du groupe de travail, en dehors de la CMS même, pour obtenir une meilleure visibilité et aussi avec le but d'éventuellement obtenir des ressources financières pour la mise en œuvre. Then the MLSG is the Migrant Land Bird Study Group. It was formed in 2014. It is completely independent. It has been formed by researchers from Europe and Africa. And of course, this Migrant Land Bird Study Group is open also to all of you in Africa if you want to join the group. And Eli is our link to this Migrant Land Bird Study Group. Donc, le groupe d'études sur les oiseaux migrateurs est un groupe tout à fait indépendant qui a été formé par la communauté des chercheurs, essentiellement européens pour le début, mais aussi avec des chercheurs africains. Et j'espère beaucoup que parmi les chercheurs africains, autant que possible, pourront aussi s'impliquer dans le cadre de ce groupe de recherche sur les oiseaux migrateurs terrestres. And finally, we have a program of work that is very important. I should have the time to go into details into this program of work, but I would prefer to leave it out because, first of all, we have not the time for everything. And second, it would be good to have somebody from the coordination unit to present, on the one hand, the coordination unit itself, and on the other one, the program of work. Program of work is an intersessional program of work that's covering 6 years between the meetings of the parties to the Convention on Migratory Species, and it is quite precise. It also links the activities of the action plan with other initiatives like group of works on energy, task forces, the group on flyways. There are several groups within the Convention on Migratory Species that have their own tasks, and the program of work of the action plan links to all these different bodies. Donc le programme de travail est un élément essentiel pour la mise en œuvre du plan d'action sur les oiseaux terrestres. Il a été développé essentiellement par l'unité de coordination avec le groupe de pilotage et le groupe de travail, et il couvre une période de 6 ans, donc entre 2 réunions des parties contractantes de la Convention sur les espèces migratrices. Et il est approuvé naturellement par la Convention elle-même. Et j'aurais souhaité naturellement pouvoir aller un peu dans les détails de ce programme de travail, qui contient des détails vraiment jusque de manière très précise, qui contient aussi des liens avec d'autres activités dans le cadre de la Convention et aussi à l'extérieur de la Convention. Mais premièrement, pour des raisons de temps, il n'est pas possible de s'étendre là-dessus. Et deuxièmement, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un de l'unité de coordination qui puisse d'une part présenter l'unité de coordination et d'autre part aussi le programme de travail. So next slide, please. So amongst these initiatives, I have just noted a few. There are others. One is the Abuja Declaration. I will come to that later. Others are not
issued from the action plan itself, but that are very much linked to the implementation of the action plan, like the African biosphere reserves as pilot sites for monitoring and conservation of migratory birds, and of course the African Bird Atlas, and there would be others also, AFRING, and all these this work that is being done in Africa is of course linked to the implementation of the action plan, although they are not developed by the action plan themselves. And there is a very interesting proposal that is unfortunately a little blocked for the time being. The initiative came from the AEWA, but it is covering the African Eurasian Waterbird Agreement, the Raptors MOU, and the Terrestrial Birds Action Plan. And it was going to identify principal habitats that are common to all the birds, and launch projects of conservation in these habitats that would benefit water birds, raptors, and terrestrial birds. Donc, parmi les initiatives, il y a la déclaration d'Abuja dont je vais parler tout à l'heure, et il y a d'autres initiatives que vous connaissez comme African Bird Atlas. Je ne les ai pas toutes mentionnées, et je mentionne en particulier une proposition qui n'a malheureusement pas encore abouti, qui devrait être un projet commun de l'AEWA sur les oiseaux migrateurs aquatiques, des rapaces et des oiseaux terrestres, qui devrait identifier les habitats principaux utilisés par aussi bien les espèces terrestres, rapaces et espèces aquatiques pour développer des projets de conservation conjoints. Je vais donc maintenant passer à la Abuja Declaration. This declaration, as it says, it's a sustainable land use for people and biodiversity, and we put people in first, and biodiversity, as it is very important that conservation of biodiversity is linked to livelihoods of people, especially in Africa, and biodiversity, of course, including migratory birds in West Africa. It was developed at a meeting in Abuja in 2016, and you have the link there to visit this Abuja Declaration. Cette déclaration d'Abuja a été développée à Abuja en 2016, et nous avons tenu à mettre les populations humaines avant la biodiversité. Donc, cette initiative doit être bénéfique pour les gens et la biodiversité, y compris les oiseaux migrateurs terrestres et autres, mais doit pouvoir contenir une part élevant la biodiversité à un stade utile aussi pour la manière de vivre et de survivre des populations humaines. Vous avez le lien ici, vous pouvez aller visiter cette déclaration d'Abuja. Alors là, je tire juste quelques phrases de cette déclaration. You can read these passages in English. I will slightly translate it to French. Se mettre d'accord sur les changements futurs probables qui auront lieu dans l'utilisation des terres, en particulier relatifs aux paysages agricoles et forestiers et les zones humides qui y sont liées. Et se préoccuper de la gestion justement de ces défis dans le sens d'une utilisation des terres durable, et aussi identifier des activités qui pourraient améliorer la situation tant de l'utilisation des terres que de la biodiversité dans
presque une demi-douzaine de pays pilotes dans l'Afrique de l'Ouest. As land birds like passerines, doves, cuckoos, etc., migrate widely over the continents and are not linked to wetland sites like the water birds or to bottlenecks like migrating birds of prey. They are much more and essentially sensitive to land cover and land use changes, especially in agriculture, urbanization, and with respect to climate change. So the breeding areas, stopover sites, and their non-breeding quarters are particularly critical for their survival in changing very quickly within time. And this could be also, it has already been in some of the presentation of Friday for Birds, it could be intensified, that one looks at these situations where land use and land cover is changing either through agricultural practices that are changing or urbanization, or also due to climate, in order to identify what are the one who first come. To identify possibilities maybe to stop unfavorable developments. Donc, c'est les oiseaux migrateurs, passereaux, pigeons, tourterelles, coucous, etc., qui migrent normalement en front large par-dessus les continents et se posent là où les conditions sont favorables à leur alimentation et à leurs besoins, et sont donc beaucoup plus dépendants d'une manière générale de l'utilisation des sols et des changements qui ont lieu dans l'utilisation des sols dus à l'agriculture, l'urbanisation, au changement climatique, beaucoup plus que les oiseaux aquatiques qui dépendent de certaines grandes zones humides ou de lacs, ou les oiseaux migrateurs des rapaces qui sont dépendants, eux, beaucoup plus pour leur migration de goulots dans les formations topographiques. Et donc, ces exigences des oiseaux terrestres devraient pouvoir être connues un peu mieux. On a déjà eu parmi les présentations ici dans le cadre de Friday for Birds plusieurs présentations qui touchent à cette problématique de l'utilisation du territoire, des sols par les espèces migratrices, mais ce serait quelque chose à développer. Alors pour finir, je mentionne les trois, et surtout deux des trois plans d'action spécifiques que contient le plan d'action sur les oiseaux terrestres migrateurs d'Afrique-Eurasie. Il s'agit du plan d'action sur la tourterelle des bois et de celui sur le rolier. Finally, I mentioned the three international single species action plans that have been developed within the action plan on terrestrial birds. These are the European turtle dove action plan and the European roller action plan, and there is also that yellow-breasted bunting action plan, but that concerns more the eastern part of the geographical scope of the action plan. And I would especially call for possibly developing research on these two species, which are quite well known in Europe, but almost not known in the African part of their cycle. So European turtle doves and European roller both migrate to Africa, but especially for the turtle dove,
we hardly know anything about what they need, where they spend the winter time, the European winter time in Africa. So that would be a suggestion for research. Donc, le plan d'action sur la tourterelle des bois est un plan d'action qui a été développé pour l'Europe, mais l'Afrique aussi. En Europe, on connaît bien mieux ces exigences. En Afrique, on les connaît pratiquement pas. Et ce serait une suggestion pour des travaux de recherche d'obtenir des informations sur les lieux où hiverne cette espèce et de la manière dont elle se nourrit, etc. La même chose pour le rolier d'Europe. So this ends my presentation, and I hope we have some time for discussion, and I'm ready to answer all the questions you want to ask me. Thank you very much for your attention. I should be optimistic. Sometimes I tend to be a little pessimistic, and we have in German, we have a name for such documents that have been developed that are fantastically well designed and contain everything you can imagine, but are just terminating their life in a drawer somewhere. We call them Papiertiger, a paper tiger. Although many of these documents, like this action plan for terrestrial birds in the African Eurasian region, have quite a few teeth in them. And of course, that's why I also insisted at the end on starting with an action plan that is narrower and more precise, like, for instance, the action plan for the European turtle dove. Because there you have almost, you take this action plan and you have a catalogue of things you can implement readily in the field. It is different with this action plan on land birds. It can also be implemented in the field, but it needs much more supervision. And this is what is missing, supervision. People that are accompanying government people, because governments have to implement this action plan in the first place, to accompany them in the field and showing them, you see here you could do that and that. So we need more people that are accompanying the implementation, but we need probably also more information, more advertising, more policy advocacy for governments to make them understand that these action plans are relevant for biodiversity conservation, because we can observe a certain fatigue in the international conventions that have become numerous, and we always can hear some representatives from especially developed countries that say, we do not want to be too precise, to be too prescriptive, bearing in mind the burden of reporting. And of course, reporting is a burden, but it is the main instrument in order to find out whether all these action plans and other instruments have an effect in the field. So we should be able to sensitize our government people in a gentle and impressive way. And as I've been a government people myself, I know the situation, of course, from the other side. And now I'm more the activist who would like these action plans to become really utile in the field and having a success for biodiversity. La question était
pourquoi est-ce que ces plans d'action, et un plan d'action aussi bien fait que celui sur les oiseaux terrestres migrateurs d'Afrique-Eurasie, reste lettre morte dans beaucoup de cas? Et la raison, il y a plusieurs raisons à ça. C'est d'une part, la mise en œuvre sur le terrain est assez exigeante et on devrait avoir plus d'accompagnement, par exemple, des gens du gouvernement qui ont la tâche de cette mise en œuvre sur le terrain, pouvoir aller avec eux sur le terrain, dire voilà, dans ce cas-là, ce serait ça qui apporterait quelque chose. Est-ce qu'on peut envisager telle et telle chose? La déclaration d'Abuja, d'ailleurs, si on veut la mettre en œuvre à la lettre, peut déjà servir beaucoup dans cette approche. Et l'autre question, c'est qu'au niveau des réunions de ces différentes conventions qui sont devenues de plus en plus nombreuses et qui exigent de plus en plus des gouvernements, les représentants des gouvernements ont tendance à se fatiguer un peu et à surtout penser à leur travail à la maison pour répondre à toutes ces questions et ces demandes, ces exigences de la part des conventions, ce qui mène à des refus ou alors des non-respects simplement de ce qui a été décidé. On décide quelque chose, mais on met le dossier de côté et on ne le considère pas. I must admit that the implementation of this action plan is especially concentrated and has been concentrated from the very beginning of the development of the action plan on the axis Europe, Africa, Africa, Europe, and much less towards the East. And this is to do also with just by accident, let's say it like that, the first meeting was in Accra. It was not an accident, it was by invitation from the Ghanaian government. And the Swiss government supported this meeting in Accra. So it started in Africa. And, well, the second meeting of the working group, and Hilaire remembers very well, took place in Abidjan, again in West Africa. And then we had this Abuja Declaration, which again was developed for West Africa. So we are, even within Africa, we are quite biased towards the West and not so much active in the East. But of course, we have contacts, and the contacts were there from the beginning, for instance, with India. India was taking part very actively at the first meeting in Accra, and that's why we included India in the geographical scope. Otherwise, we would probably have followed the borders from AEWA, from the Waterbird Agreement, and not included India. So there are some initiatives in the East, but much less. Now we'll have the COP, that is the meeting of the parties in Samarkand, in Uzbekistan. And this is a very good opportunity to get also in touch and develop more activities within at least the Central Asian part of the geographical scope. Merci beaucoup, Olivier. Joyeux anniversaire à Friday for Birds. J'ai vraiment suivi votre exposé avec attention. Ça, je suis très réjoui de l'existence des plans d'action. Mais tout à l'heure, à la première question, vous avez dit que les gouvernements, les autorités mettaient ces plans-là de côté parce qu'ils ont d'autres préoccupations. J'allais demander quelle stratégie avez-vous, prévoyez pour que ces autorités-là prennent mettent en exécution le plan d'action. Deuxième chose, dans ce que vous étiez en train de dire, j'ai cru comprendre, je voulais juste demander, est-ce qu'à partir de ces plans d'action aujourd'hui, on pourrait comprendre que BirdLab International ne pourrait plus prendre en charge tous les oiseaux, ne pourrait plus répondre au nom des oiseaux? C'est juste le groupe de travail
qui pourrait le faire, ou bien, autrement dit, quelle est l'action, quelle est la place de BirdLife International dans ce plan? Alors, la première question, je répondrai de cette manière-ci. Les gouvernements ne prennent pas d'initiative s'ils ne sont pas fortement motivés, pour être poli, et à faire quelque chose. C'est même le cas dans cette Suisse que je connais bien et où j'ai été moi-même fonctionnaire du gouvernement. Il faut toujours beaucoup d'arguments pour que quelque chose bouge. Parce que tout ce qui doit être fait demande des moyens, demande de la coordination, demande de nouvelles organisations. Et les gouvernements ont tendance à se concentrer sur les choses qu'ils connaissent bien et à ne pas ouvrir de nouveaux dossiers. C'est, je crois, une constante dans tout le monde. On peut aussi naturellement dire que les gouvernements n'obtiennent pas eux-mêmes les moyens qu'ils devraient avoir pour faire tout ce qu'ils doivent faire. Donc ça, c'est certainement la raison, et c'est pour ça que de la part des ONG, des organisations non gouvernementales, doivent venir les initiatives qui provoquent et qui poussent les gouvernements à agir. So the first question, it was a bit also like the first one asked by Ellie. Why is it so difficult to have the governments taking their part of responsibility? Because it's their responsibility to implement such an action plan. It is just the fact that governments are always in need of means. They don't want to open new dossiers because this would cost, this would mean you have to think about something new. And this is always a difficulty. It is not only about government people, it is like that. It is also like that in the general public. And now to the second question about BirdLife. BirdLife International is very implemented in the action plan. It has been from the beginning. BirdLife representatives have been part of the node of people who have developed the action plan in the very beginning. They are present in the steering group. They are present in the field. And we have many people from BirdLife that are still cooperating with us. Like, for instance, in Kenya, we have Alex Ngari, who was the former the second coordinator paid by BirdLife International, and he is still active in our steering group. So BirdLife is always present, is very active, and of course they also have their own needs, and so they have to see where they will spend the money, and they had spent a lot for this initiative, the action plan, and they decided to put the money into other initiatives like the MICT, this initiative dealing with combating the illegal killing and taking of birds in the Mediterranean and things like that. La réponse en ce qui concerne BirdLife International, BirdLife reste un de nos grands partenaires, aussi bien BirdLife International, la partie vraiment internationale, que les partenaires nationaux, comme le partenaire aux Pays-Bas, par exemple, Vogelbescherming, qui collabore beaucoup dans l'implémentation du plan d'action, par exemple, au Burkina Faso, ou aussi des personnes qui sont employées par BirdLife International, comme Alex Ngari au Kenya, qui reste membre du steering group. Donc, on garde une forte collaboration avec BirdLife International. Convention on Migratory Species, like most other conventions, have two obligatory issues. These are shall formulation in the English language. The first one is
that parties who want to be member of these conventions have to pay their dues to have a functioning secretariat. And the second shall formulation is parties shall report. So everything that has been decided by the Convention on Migratory Species, every decision, every action plan, single species action plan, or our AIMLAP or other issues, parties have to report. It is an obligation. But there is no international police that will put them into jail if they do not obey. And so some conventions, like the CMS, have quite a good return, I think between 70 or 80% of parties reporting really well. And other conventions have a very bad, maybe 30% of reporting return. And of course, when you report, you can also be precise or less precise. You can bring a very general formulation. You have done your duty of reporting, but this formulation doesn't mean anything. So it's difficult to obtain this information. But of course, the secretariats of the convention, they try to find out, maybe with re-asking the person that has sent in the report, whether they couldn't be bit more precise on these special issues. But of course, the parties also report on what is politically important, what is obvious, and the AIMLAP may not be the most stringent activity within even the CMS. I mean, what is happening with whales in the seas and with elephants in Africa is much more publicly interesting than land birds migration. You want to summarize it in French for 1 or 2 minutes, and then we pass to the last question. Oui, donc là, pourquoi les pays ne parlent pas de la mise en œuvre de ces différents instruments qui ont été décidés par la Convention sur les espèces migratrices? La raison est assez simple. Les pays ont l'obligation de faire un rapport sur toutes les décisions de la Convention, mais elles peuvent le faire d'une manière plus vague ou plus précise. Et il est difficile d'obtenir souvent des détails parce qu'il faut revenir à la charge, contacter la personne qui a envoyé le rapport. Celle-ci vous dira « ça c'est notre rapport, désolé, on ne peut pas faire plus ». Donc c'est très difficile d'obtenir des détails. Et malgré l'obligation, je disais, il n'y a pas de police internationale pour punir les représentants des gouvernements qui n'ont pas fait leur travail. Unfortunately, the means to do the work on the ground are lacking everywhere. There are sources. There is a worldwide fund to help people, governments in all the countries that lack financial means, to help them on the one hand develop a national biodiversity strategy, but also on the other hand to help them monitor their biodiversity. There are means, but it's so difficult to get to this money finally. And once you get it, the money might just arrive somewhere else where it is not really the most useful. So I see that this problem is always there. And on the other hand, of course, there are so many different conventions. One convention asks for the water birds to be counted. The other convention wants elephants to be followed, and all in the same country. And there again, the decision makers
they have to decide where they will put the little money they have, and it will surely not be the migratory land birds that will come first. Moi, je voudrais dire à Dr. Olivier, merci pour sa présentation. C'est déjà assez important de vouloir aujourd'hui échanger sur les questions relatives aux oiseaux migrateurs terrestres. Mais je me rappelle qu'après le meeting d'Abidjan, il y a eu un blackout. On n'a plus eu de retour. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est assez important d'échanger avec les chercheurs africains, c'est-à-dire du Sud, puisque les questions de conservation des oiseaux migrateurs terrestres sont juste des questions qui relèvent des responsabilités partagées, aussi bien avec les Européens que les Africains. Et donc, pour moi, il était aujourd'hui important, après ces différents meetings qu'il y a eu, de rentrer en contact avec les chercheurs africains, de les associer aujourd'hui. Et ça se voit même à travers les 3 espèces cibles que vous avez choisies pour votre étude. Ces 3 espèces du paléarctique qui vraiment viennent aujourd'hui en Afrique. Mais il y a des questions aujourd'hui pour votre gouvernement. Je vous informe que j'ai travaillé à la suite de votre meeting à Abidjan. Je me suis aussi intéressé aux oiseaux migrateurs terrestres, au parc national de la Paume-Muet, mais aussi dans la périphérie du parc où j'ai beaucoup investigué pour comprendre vraiment les questions relatives à ces oiseaux. Mais aujourd'hui, l'intégration n'a pas vraiment eu lieu. Il y a aussi des oiseaux migrateurs en Afrique qui font des migrations intra-africaines où vraiment on n'a pas assez d'informations. Moi, la question que je voudrais poser aujourd'hui, avec le potentiel que vous voyez à Friday for Bird, quelles sont les perspectives aujourd'hui, le groupe de travail sur les oiseaux migrateurs terrestres a aujourd'hui? Quelles sont les perspectives? Merci. Bon, si je peux très rapidement répondre là, il est absolument clair que, premièrement, il y a des migrations intra-africaines, ça c'est connu, mais il y en a probablement beaucoup plus que ce qu'on connaît. Et naturellement qu'on doit augmenter ses connaissances. Et c'est pas toujours des migrations nord-sud ou est-ouest. Enfin, c'est souvent lié à la pluie. Quelquefois, c'est lié aux températures. Il y a aussi des migrations verticales. J'étais par exemple en Afrique du Sud. Il y a des migrations d'altitude, des oiseaux comme des pipites qui descendent de 3000 mètres au niveau de la mer, etc. Il faut beaucoup plus de données là-dessus et naturellement qu'elles sont incluses dans le plan d'action sur les oiseaux migrateurs terrestres. C'est pas uniquement les migrateurs qui lient l'Afrique à l'Eurasie. Il faut le savoir. C'est simple. Si on parle moins des migrations intra-africaines, c'est qu'on a relativement peu de données sur ces migrations. Yes. There is a bias, there's a strong bias in the action plan when we talk about the implementation of the action plan, a strong bias towards migrants that are traveling from Europe to Africa, from Africa to Europe, that cross the borders of these 2 continents. But this is only due to the knowledge, the state of knowledge. We know exactly that there are many intra-African migrations. We know some of them, but we know or we expect that there are many more of what we know. And of course, they are all included in the action plan. But as far as our knowledge is aware of these migrations. And of course, we will also have to check whether these migrations are in danger because of some land use changes, maybe, that are occurring in some parts of their migration routes. So it is included, but the knowledge, actual knowledge, makes that the bias is towards Eurasian African migration and not so much the focus on intra-migratory African migratory phenomena. Les oiseaux migrateurs terrestres, je crois que ça a été un exercice très intéressant qui nous a encore éduqués sur la question. Alors, avant de faire, comme l'a demandé Elie, dire quelques mots sur 1 an de Friday for Birds, je voudrais, je ne sais pas si c'est une question, mais c'est peut-être une contribution,
généralement, les conventions internationales, y compris donc la CMS et tous les accords qui y sont rattachés, travaillent avec les États. Et dans la mise en œuvre, ce sont les agents des États qui font le travail de terrain. Mais on le sait, et vous l'avez fait remarquer, ils peuvent avoir d'autres intérêts autre que, par exemple, s'intéresser à la question des oiseaux migrateurs terrestres ou toute autre espèce impliquée, que ce soit CITES, AEOA et toutes les autres conventions. C'est l'administration qui gère cela, alors que les gens de l'administration ne sont pas équipés techniquement et ils ne sont pas forcément intéressés pour les questions en relation avec la faune et encore moins avec les oiseaux. Alors, je me pose toujours la question, pourquoi est-ce que donc les conventions ne se dirigent pas avec, enfin, pas que se dirigent, n'impliquent pas les institutions de recherche, les universités. Maintenant, il y en a un peu quand même en Afrique qui pourraient être intéressés pour le long terme dans le suivi et pour être beaucoup plus efficaces dans les échanges avec les secrétariats de convention, y compris pour le rapportage. Comprenez qu'il est très difficile pour un technicien qui ne sait pas faire la différence entre un moineau domestique et un héron gardeux, de vous prendre un rapport sur les oiseaux migrateurs terrestres. Donc, il va toujours vous dire, c'est tout ce que je peux vous donner. Voilà donc un peu ma contribution sur cet aspect. Juste une petite réponse très courte. On l'a fait à Abidjan lorsque le groupe de travail pour les oiseaux terrestres s'est réuni. On a précisément invité les instituts de recherche à nous rejoindre. Et ça, sachant bien que c'est au travers de ces personnes-là qu'on allait obtenir la meilleure collaboration possible. Les gens du gouvernement ont souvent plusieurs domaines à couvrir et donc ne sont pas assez spécialisés dans certains domaines. Mais les conventions elles-mêmes à haut niveau traitent avec les gouvernements. Et c'est les gouvernements qui sont souverains et qui sont libres d'envoyer aux réunions les personnes représentant le gouvernement que ces gouvernements veulent bien. Et ce ne sont pas toujours les meilleures personnes qui sont envoyées à ces réunions. Donc, certaines conventions, comme la Convention sur les espèces migratrices, mais aussi la Convention sur la diversité biologique, ont on appelle ça des réseaux techniques. Par exemple, la Convention sur la diversité biologique a le SOPSTA qui traite des questions scientifiques et techniques. La Convention sur les espèces migratrices a le Conseil scientifique qui traite des espèces, des problèmes et des projets scientifiques. Donc, on a ces niveaux-là où, alors là, les spécialistes vont participer aux réunions. Mais on n'a pas forcément le lien entre ces personnes envoyées par les instituts pour ces réseaux scientifiques et les personnes qui sont peut-être d'un département complètement différent, d'un département des affaires étrangères pour les régions, les thèmes politiques qui sont traités dans les conventions internationales. C'est ça l'explication. Ok, je pense que c'est bien. C'est des questions qu'il faut peut-être discuter un peu plus tard, à deux, pour voir comment est-ce qu'on peut changer les choses. Alors, au thème donc de cette belle présentation de Olivier, et 1 an d'existence de Friday for Birds, je crois que un chemin a été fait. 52 semaines ont été utilisées globalement pour faire une présentation, on va dire, internationale sur les résultats tant des chercheurs du sud que du nord. Pour ce qui concerne les oiseaux, Friday for Birds est une idée qui a émergé, une très belle idée, à l'issue d'une action de l'Institut suisse d'ornithologie, après donc l'invitation. Des échanges ont été menés avec certains membres de l'Institut, principalement Elie,
qui donc, avec nous, avons pensé qu'il était important que à ce stade, on puisse utiliser les NEC pour faire des échanges. Initialement, c'était avec donc la communauté ouest africaine francophone, et puis après, on a élargi avec la permission de l'Institut à beaucoup d'autres acteurs. Aujourd'hui, je pense, a pris. Là, on va dire comme la mayonnaise a pris. Friday for Birds, c'est une idée pour échanger sur les travaux des ornithologues. C'est une rencontre entre les ornithologues du monde entier. Finalement, c'est ce qui a cours du sud et du nord. Comme c'est le cas des oiseaux migrateurs qui n'ont pas de frontières, je pense que les ornithologues n'ont pas et ne devraient pas avoir de frontières. Et donc, Friday for Birds, c'est vraiment une expression de ce que les ornithologues, tout comme les oiseaux, n'ont pas de frontières. Après donc un an d'échange de tous ces travaux-là, il y a certainement un certain nombre de suscitations en termes d'idées qu'il faut faire pour l'avenir. Je pense qu'il nous appartiendra de réfléchir sur les chemins pour faire de Friday for Birds un creuset qui va nous permettre non seulement de présenter des travaux de recherche, mais également, pourquoi pas, développer des initiatives, par exemple, pour mettre en œuvre le plan d'action des oiseaux migrateurs terrestres ou toute autre étude intéressante qui pourrait intéresser donc toute cette communauté internationale. Je dois pouvoir dire que à l'issue de tout cela, aujourd'hui, c'est un sentiment de reconnaissance, à l'endroit donc des participants du monde entier, principalement l'Institut suisse d'ornithologie qui, donc, par le truchement de Eli, a mis les moyens pour qu'on puisse se retrouver régulièrement une fois par semaine. Pour nous, je crois que c'est quelque chose de très grand parce que c'est une conférence internationale par semaine dans notre vie de chercheurs, par exemple, africains. Et les conférences, vous savez, c'est une fois par an, hein, donc 52, on va dire plus ou moins 52 ou 50 conférences internationales, c'est très important. Donc, reconnaissance à l'Institut ornithologique suisse pour avoir développé l'initiative. Reconnaissance également à l'Union internationale des ornithologues à travers donc le professeur Dominique qui est présent tous les jours, tout comme le professeur Barbara de l'Institut suisse. Je pense que ça et bien d'autres, je ne parlerai pas seulement d'eux, Paul, Olivier, Jean, toute cette communauté, l'OED qui s'associe régulièrement, EGEL, toute cette communauté internationale, je pense que ça donne l'opportunité aux jeunes ornithologues et à nous les anciens, bien sûr, parce qu'on peut se mettre maintenant un peu dans les anciens, dire oui, on peut faire vivre les oiseaux, donner envie aux ornithologues des continents de continuer à regarder vivre les oiseaux. Vraiment, merci. Merci pour tout cela. Merci à l'ensemble de tous ces participants qui ont donné de leur temps pour faire l'ensemble des présentations. Merci vraiment à tous. Je pense que je vais laisser la parole à Eli pour vous dire les last words. Et joyeux anniversaire à tous, joyeux anniversaire à Friday for Birds et que cela continue. Merci. I dream you back together again.